Lundi 18 novembre 2019, une nouvelle semaine démarre sur le grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Je vous invite à présent à suivre cette vidéo qui nous fait revisiter de très beaux sites touristiques du Bénin. Voilà, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous n'avez encore rien raté. Le grand rendez-vous démarre. Ce soir, nous avons 4 rubriques au menu. Une journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. C'était hier, la rubrique Espère. Ce soir, y revient. Avec notre invité, nous allons échanger autour des facteurs qui peuvent permettre de réduire le nombre de victimes des accidents de circulation sur nos voies. D'une journée à une autre, les enfants sont à l'honneur. Demain, le monde entier se focalise sur la prévention des abus à leur endroit. Sur le plateau de Autant Savoir, ce soir, nous recevons une activiste des droits humains pour en discuter. Comment prévenir les enfants de tout abus? La réponse, vous l'aurez dans un instant. Le poisson fumé. Un régal pour le palais de nombreux Béninois, mais aussi un danger pour l'environnement et la santé. Comment faire le fumage du poisson sans risque? Nous allons essayer d'y répondre dans Nature et Bien-être. Au Bénin, de plus en plus de personnes investissent dans le secteur de transformation des jus de fruits. Ce soir, dans le monde agricole, Marcel Gbetoro et son invité vont nous parler de nouvelles stratégies pour la transformation de l'ananas. Nous passons tout de suite à la première rubrique ce soir, Nature et Bien-être. Technique traditionnelle de fumage de poisson, les dangers pour l'environnement, on s'y intéresse tout juste après avoir suivi ce reportage. Nous avons les bonnes dames, il y a certaines qui conservent dans les glaciers, qui vendent aux détaillants. Donc il y a les bonnes dames aussi, il y a d'autres qui font le fumage. Dans le lot, Dame Francisca, fumeuse et vendeuse de poissons de mer, une activité dont elle a hérité de sa mère. Après cette étape d'achat de poissons, un véritable parcours de combattant, toute une autre chaîne d'action, aussi délicates les unes que les autres. Et voici le produit réduit en morceaux, prêt à recevoir sa dose de fumée. Au moins 3 heures de fumage pour rendre secs ces poissons au moyen de ces foyers de fabrication artisanale. Nous sommes en train de voir le processus de fumage du poisson avec la technologie traditionnelle où nous avons assez de fumée parce que ça dépend des combustibles. Ici, ils utilisent du bois et des sciures de bois, bien sûr, issus de la menuiserie, ce qui provoque une combustion incomplète et ça libère une fumée noirâtre.
C'est une technique de fumage qui libère les hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés chimiques organiques dérivés du benzène, présents comme sous-produits du brûlage de divers combustibles, y compris la biomasse. Quand je pense que beaucoup adorent le poisson fumé, est-ce à dire qu'il y a un risque pour la santé, pour l'environnement? Ne vous inquiétez pas, vous aurez la réponse sur ce plateau avec Cécile Roudet et son invité. Cécile Roudet, bonsoir. Bonsoir, Aniat Bello. Merci d'être avec nous. Merci à vous. J'espère que le choix de sujet, ce n'est pas pour nous décourager du poisson fumé. Non, c'est pour améliorer les choses. Merci bien. Pour notre bien-être. Merci. Alors, ce soir, à vos côtés, nous avons Edmond Sosoukwe. Vous êtes environnementaliste et un habitué de la rubrique Nature et Bien-être. Tout Merci à fait. de nous revenir Bonsoir, ce soir. madame la journaliste. Ce soir, donc, on fume le poisson. Oui, on fume Comment le est-ce qu'on le poisson. fume? Dites-nous tout, Cécile. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ce sont des produits très prisés des Béninois, les poissons fumés et à la technique traditionnelle. Et je voudrais demander au professeur Sosoukwe, après avoir suivi ce reportage, quelle est votre première réaction? Oui, merci beaucoup, madame la journaliste. Vous savez, le choix de fumer le poisson n'est pas anodin. C'est une forme de conservation du produit. Un poisson fumé peut être conservé pendant plusieurs jours, alors que lorsqu'il reste frais, au bout de quelques heures, le processus de dégradation commence. Alors, il y a que dans notre habitude alimentaire, certaines personnes affectionnent mieux le poisson fumé, pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que dans le processus de fumage, la nature du combustible utilisé peut permettre d'aromatiser le poisson, peut rendre le poisson d'une saveur assez agréable. Et particulière. Et particulière. Donc, voyez-vous, donc ne serait-ce que ça, et ne serait-ce aussi que le poisson fumé perd déjà une bonne partie d'eau et un certain nombre de graisses. Les huiles de poisson sont perdues. Ça fait que la consommation du poisson fumé fait courir moins de risques aux consommateurs que le poisson frais. Voyez-vous, parce que les huiles sont dangereuses pour la santé. Oui. Donc voilà autant de raisons pour lesquelles on aime le poisson fumé. Mais le fumage du poisson est un processus qui nécessite, disons, 2 ou 3 éléments. Oui. Il y a le foyer pour fumer, il y a le combustible et il y a le dispositif sur lequel on doit étaler les produits à fumer. Oui. Donc, lorsqu'on prend ces 3 éléments, le risque commence à venir lorsque on rentre dans le fonctionnement de chacun de ces éléments. D'accord. Alors pourquoi Prenons le foyer. Le foyer tel que c'est utilisé, ce qu'on a vu là maintenant, ce sont les demi-tonneaux coupés. Oui. Alors c'est l'une des techniques ou l'un des foyers les plus répandus, non? Les plus répandus et les plus archaïques. D'accord. Oui, parce qu'en termes de rentabilité, en termes de performance, en termes d'efficacité, ces types de foyers sont vraiment des pertes d'énergie. Parce que la fumée qui sort devait être concentrée sur le produit à fumer. Mais vous avez vu, une bonne partie de cette fumée est perdue. C'est de l'énergie qui est perdue comme ça. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas si Yalo peut nous permettre de revenir sur ces images. On a vu une dame qui a mis un carton pour couvrir le poisson. Est-ce que ça suffit? Oui, pour le carton pour couvrir, c'est vrai, c'est pour créer un réceptacle. Oui. Ça empêche la fumée de partir. Voilà, parce que le fumage, c'est le temps de contact, le temps de contact de la fumée avec le produit à fumer. C'est ça qui est recherché. Oui. Mais en dehors de cette façon de faire, il y a une bonne partie de la fumée qui est perdue. Et donc, le combustible qu'on a utilisé n'est pas... ne concentre pas toute sa fumée sur le produit à fumer. Or, le combustible, c'est le bois. Et le bois, où est-ce qu'on va le chercher? On va le chercher dans les forêts. Voyez-vous? Et c'est là l'une des raisons pour lesquelles cette façon de fumer a un impact négatif sur l'environnement. Sur l'environnement.
Parce Expliquez-nous pourquoi cette technique a des impacts sur l'environnement. Oui, parce que le rendement est faible. Voyez-vous, la quantité de combustible qu'on utilise par rapport à l'effet de fumage que ça réalise, le rendement est faible. D'accord. En termes terre-à-terre, il faut brûler beaucoup plus de bois. Il faut brûler beaucoup plus de bois pour fumer une quantité modeste, une quantité modeste de poisson. Mais dans l'élément, on voyait des femmes mettre de carton pour fumer. Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Parce que la fumée qui s'échappe, ça va dans l'air et l'eau qui est dans la zone à proximité. Et puis l'être même, les femmes qui mènent cette activité, quel danger cela représente pour elles-mêmes? Oui, en mettant les cartons, c'est pour concentrer la fumée sur le produit à fumer. Oui. Ça, c'est normal. Ça c'est pas un problème. Mais ce qui est un problème, c'est qu'on n'arrive pas à concentrer toute la fumée sur le produit à fumer. Oui. Ça, c'est ce que j'appelle perte de rendement. Maintenant, cette fumée qui s'échappe et qui rentre dans les yeux de ces femmes, qui est inhalée par ces femmes, a un impact dangereux sur la santé. Parce que la rétine, pas la rétine, le cristallin, la partie optique de l'œil qui nous permet de voir, qui permet d'accommoder pour voir de près ou de se relâcher pour voir de loin, c'est parce que cet organe-là est plastique. Mais le contact fréquent ou permanent avec la fumée rend cet organe-là opaque. Ça lui fait perdre sa plasticité. Donc ça ne peut plus se déformer pour voir de près, ça ne peut plus reprendre sa forme lorsqu'on veut voir de loin. Donc déjà, risque de malvoyance. On ne va pas parler de cécité d'abord, mais de malvoyance et surtout de cataracte. Parce que quand le cristallin est sérieusement perturbé, quand il perd sa plasticité, il devient opaque, c'est la cataracte qui se met en place. Qu'est-ce qu'il faut faire? En dehors de ça... Avant qu'on en vienne, justement aux propositions de solutions, vous avez dit que c'est l'une des méthodes avec laquelle il y a le plus de perte d'énergie. Oui. Est-ce à dire qu'il y a d'autres méthodes qui sont meilleures à celle-là? Bien sûr que oui. En fait, quand on veut fumer le poisson, on a 2 ou 3 manières. Oui. La première manière, c'est de faire le fumage à froid. Bon, nos climats ne permettent pas seulement ça. Nous faisons le fumage à chaud. Oui. Maintenant, il y a plusieurs recherches qui ont été faites, notamment par la FAO, qui fait dans l'alimentation, et qui ont permis de mettre en place un certain nombre de foyers améliorés. Qu'est-ce qui est amélioré avec ces foyers-là? Oui, ce qui est amélioré, c'est le rendement. C'est-à-dire qu'on utilise moins de bois et la fumée produite est en contact direct et permanent avec le produit à fumer. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment, on n'agit plus, on ne va plus déforester massivement, et on ne produit plus beaucoup de fumée en perte qui gêne les yeux et qui sont respirés par les populations. Donc, c'est des foyers construits. On les construit. Il y a tout un dispositif. Oui, il y a toute une spécification technique avec des mesures bien précises selon la dimension qu'on veut avoir. Et, par exemple, il y a le foyer Shortcore. On va éviter de faire. Bon, est-ce que ces foyers sont à la portée de... Bien sûr, ces foyers sont à la portée et il faut dire que même le Bénin a fait la promotion de ces foyers à un moment donné. Oui. En construisant des foyers pour des groupements de femmes. Donc, quand vous revenez avec vos produits, pendant un certain nombre de temps, vous pouvez occuper le foyer. Et après, c'est le tour d'une autre personne, ainsi de suite. Donc, cela est fait. Il y a même un projet qui est piloté par JVE actuellement, qui fait la promotion d'un type de foyer amélioré qu'on appelle le foyer Banda amélioré ou le Parping. Qui est actuellement. Mais c'est toujours du bois comme combustible? C'est du bois qui est utilisé comme combustible. Mais ces foyers-là ont aussi l'avantage que ce n'est plus du bois massif. On peut aller chercher la sciure, on peut aller chercher les copros, on peut aller chercher autre chose comme et est-ce qu'on les brûle quand oui, c'est la fumée qui est l'élément important. N'endommage pas la fumée pour l'environnement. Oui, la fumée, c'est en fait un ensemble de particules qui se libèrent lorsque, sous l'effet de la chaleur, on parle de pyrolyse, les constituants du bois sont brûlés.
Donc, dans cette fumée-là, on a plusieurs composants. Certains composants sont dangereux pour la santé à l'inhalation. Donc, lorsqu'on respire ça, il y a problème. Mais l'effet sur l'environnement, si ce n'est que le bois, l'effet n'est pas important. D'accord. Ça ne change pas fondamentalement la nature de l'atmosphère. D'accord. Ça ne dégrade pas particulièrement l'environnement. Mais c'est l'effet sur la santé qui est vraiment à déplorer. D'accord. Et on rappelle à toutes ces dames qui mènent ces activités que bientôt, le ministère du cadre de vie va mettre en place un dispositif qui va les permettre de fumer dans les conditions qui respectent l'environnement et leur santé. Ces recours sera implanté à Djefa et puis à Zobo. Oui, tout merci à fait. À vous, professeur. Merci au passage le ministre du cadre de vie pour tous ces efforts-là. Merci. Parce que pour améliorer le cadre de vie, plusieurs actions concourent à cela. D'accord, merci. Moderne aussi. Merci beaucoup Edmond Sosoukouin, vous êtes environnementaliste ici avec vous. On s'est intéressé aux techniques de fumage de poisson. Quels sont les dangers pour l'environnement? La réponse était donc sur ce plateau. Si vous avez envie de nous suivre, vous pouvez encore revisiter sur le site de l'ORTB. En attendant, le prochain plateau va s'installer. Il s'agit de la rubrique Expert. Voilà, mesdames et messieurs, hier, c'était la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Dans la rubrique Expert, ce soir, on y revient avec notre invité. Vous le connaissez. Quand il s'agit des questions liées à la sécurité routière, il est presque tête de peau en ce qui concerne les ONG. Merci d'être avec nous. Casimir Migan, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça fait très longtemps qu'on vous a reçu sur le grand rendez-vous. Vous nous avez abandonné? Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes là. Ce qui est sûr, on a su vous avoir au bon moment. Vraiment. Avec vous, on va parler d'un sujet dont on débat presque à chaque fois, mais tant que les victimes continuent à être nombreuses, on finira toujours par en parler. Alors dites-nous un peu, quand on parle de trafic routier, est-ce que c'est possible qu'on puisse véritablement mettre en place des mesures qui permettent de réduire considérablement le nombre d'accidents? Bien sûr. Et déjà, je salue les téléspectateurs et je voudrais nous rassurer que lorsqu'on parle des mesures, d'autres pays l'ont fait. Et ils ont mis en place des dispositifs qui ont marché. La belle preuve, aujourd'hui, la Suède peut dire oui, peut se vanter du fait qu'ils se sont fixés comme objectif 0 accident et ça marche. Et il y a eu plusieurs pays qui ont fixé des objectifs, même pour des villes, et ça marche. Ce qui voudrait dire que si ça a marché dans ces pays, ça doit pouvoir marcher dans notre pays. Je prends le cas de la France également, la France dont nous essayons de copier un peu. La France, à un moment donné, au temps de Chirac a décidé de changer les donnes. Et lorsqu'il a décidé, le taux, on a vu que ça baissait considérablement. Il y a eu des mesures qui ont été prises. La sécurité routière est devenue une priorité de l'État. Et nous avons vu ces changements. Donc pour vous, tout dépend des mesures? Tout dépend des mesures, de la volonté politique et également une bonne dose d'action mêlée à la sensibilisation au niveau des usagers. Vous savez, nous avons 3 éléments qui entrent en ligne de compte. On reviendra sur ces éléments-là, mais si vous permettez, est-ce que vous avez de bonnes nouvelles pour nous ce soir? Est-ce qu'on peut dire que le nombre de victimes sur nos voies a relativement baissé par rapport à l'année passée? Bien sûr, et il faut reconnaître qu'à travers les actions que nous sommes en train de mener, non seulement nous voyons chaque fois que la population, il y a une augmentation au niveau de la population, et donc du coup on doit avoir une augmentation au niveau de taux de décès, mais ça a diminué. Avant, nous comptons toujours suivant les statistiques de CNSA. Et nous avons avant plus de 700 décès, mais depuis... Plus de 700 décès par an? Par an. Et ça, c'est le CNSA. Et puis au niveau de l'OMS, nous avons plus de 3000 décès par an. 3000 décès. 3000 décès, et toujours parce que les statistiques ne prennent pas en compte tous les décès, ce n'est que les constats.
qui sont prises en compte. Mais aujourd'hui, avec les données, les dernières informations que nous avons, nous sommes en dessous totalement de 700, nous sommes vers les 670 environ. Donc, c'est un élément très important. Donc, nous nous réjouissons pour la diminution de 30. La diminution, normalement, ça devait suivre l'augmentation de la population parce qu'au moment où on parlait, on était à 9 millions. Aujourd'hui, nous savons que nous tendons vers 11 millions déjà au-delà. Ah oui, donc, il faut... Par rapport à ces chiffres, on se rend compte qu'effectivement... Voilà. Et avant, il n'y avait pas assez de villes urbaines. On avait le développement au niveau des villes donc, et autres. Pour vous, les risques sont beaucoup plus grands aujourd'hui qu'hier. Ils sont plus grands qu'hier. Et pourtant, le nombre a diminué. Le nombre a diminué. Et ça, c'est au niveau des statistiques. Et ce n'est pas, nous ne devons pas, évidemment, nous réjouir tellement de ça. Mais l'objectif pour nous, ce que nous sommes fixés dès le départ, en 2011, au lancement de la décennie, c'est de stabiliser le taux que nous avions en moyenne de 700, mais diminuer ça de moitié. C'est vrai, on a fait un effort, mais l'effort n'est pas ce que nous espérions à la fin de 2020. Alors, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas croiser aussi les doigts. Oui. Mais dites-nous déjà, quelles sont ces mesures-là? Quelles sont les mesures les plus importantes, les plus urgentes au niveau de chaque individu d'abord pour éviter les cas d'accident? Les mesures, si moi je dois proposer quelque chose tout de suite comme mesure qu'il faut, c'est réellement revoir du coup notre code de la route et qui est en cours, c'est d'essayer de faire de telle sorte que ça soit adapté à la réalité de notre pays. Donc pour vous, notre code il est un peu déconnecté de nos réalités? Non, on a un code de 1956. Ce n'est pas actualisé. On est en 2019. On est en 2019. Beaucoup de choses ont changé. Ont changé. Mais qu'est-ce que vous auriez changé véritablement avec ce code? Qu'est-ce que vous auriez souhaité de nouveau? Non, déjà, il faut reconnaître qu'au moment où nous prenions cette décision, nous n'avons pas les mêmes voies, nous n'avons pas les mêmes réalités. Il y a plein de choses à changer. Ça, c'est un élément que je dis. Mais autre élément, vous voyez, aujourd'hui, les permis que nous avons, il faut revoir totalement. Les permis, ce n'est pas à vie. Il faut que les permis aient une validité où les gens doivent les reprendre. Donc, vous souhaiteriez un permis à points, par exemple? Un permis à points, pourquoi pas? Et également, on ne peut pas laisser les motocyclistes en train de circuler sans permis, sans assurance. Ce n'est pas normal. Il faut que toutes les classes, tous les usagers, si ce n'est pas piéton, que se retrouvent dans un permis de conduire et que les gens apprennent. Ça existe le permis de conduire pour les motos? Bien mais sûr. C'est peut-être pas une obligation. Ce n'est pas une obligation et on doit rendre ça obligatoire comme le Togo l'a fait. Et actuellement, au Togo, les gens, avec 5500, ils peuvent passer le permis. L'État a pris cette décision et aujourd'hui, ils sont dans cette dynamique. Et les ONG, nos homologues de là-bas sont en train de travailler ensemble avec le gouvernement pour former les gens et que les gens puissent passer le permis. Ils sont en train de passer le permis. D'accord. Et ça, c'est un élément. L'autre élément qu'il faut, c'est dit, il faut tout faire pour que nous ayons le transport en commun. Le transport en commun, c'est obligatoire. On ne peut pas, si nous continuons 10 ans, on ne pourrait plus circuler dans la ville de Cotonou. Il faut immédiatement le transport en commun. Vous oubliez la mentalité du Béninois. Chacun veut avoir son propre moyen de transport. On ne veut pas dépendre des humeurs des autres. On ne veut pas partager le transport avec quelqu'un d'autre. Quand on tient compte de toutes ces réalités-là, est-ce que vous pensez que c'est imminent de songer au transport en commun? Bien sûr, c'est parce que le transport, si c'est bien organisé, les gens, ils vont vouloir. Parce que qu'est-ce que le Béninois avait fait d'économie? Et dans les pays où ça a marché, c'est l'économie. Vous ne payez... Même je prends simplement les transports, les minibus. Je vais prendre le cas simplement de Wedo. Des gens, nous parlons de Wedo pour venir à Dantokba. Des minibus, simplement, c'est avec 300, 350 que les gens viennent. Mais vous ne pouvez pas prendre Zémidian 350 pour venir à Dantokba. Vous ne pouvez pas prendre 300 mètres de l'essence 350 dans votre moto ou voiture pour venir. Ce qui veut dire que, d'une manière ou d'une autre, si c'est bien organisé, le transport est bien organisé, on fera. Le transport, ce n'est pas seulement les bus. J'insiste également sur le transport et ferroviaire. Et c'est très, très, très important. Vous voyez,
voyez, nous avons vécu par le passé quand nous, on était tout petits. Vous avez entendu le train siffler? Nous prenons Jennifer Sachivi n'a pas entendu le train siffler. Et c'était très intéressant. Et aujourd'hui, quand on regarde Porte-Nouveau et puis Calavi et autres, pourquoi pas fluvial également. Donc, le transport fluvial aussi. Transport donc fluvial. pour vous, il faudrait connaître plusieurs moyens de transport. De transport. D'accord, ça permet d'éviter une forte concentration sur nos voies. Exactement. Et c'est aussi une façon de limiter les accidents. Les accidents, parce que c'est le risque est Mais beaucoup toutes plus... ces mesures que vous citez, c'est des mesures, on peut dire des mesures étatiques, des mesures au niveau des autorités. Oui. En tant qu'individu nous-mêmes, quelle est notre part de responsabilité sur nos voies? Notre part de responsabilité, comme je l'ai dit, on ne peut pas conduire sans permis. Et deuxièmement, nous devons connaître le code, tout le monde. Je prends un exemple, ce qui est courant que nous voyons régulièrement, vous voyez, ne pas connaître le code. Les panneaux stop. D'accord. Vous voyez, quand des gens ils sortent des rues et autres, ils ne regardent même pas. Est-ce qu'ils doivent s'arrêter d'abord avant de continuer? Et puis, immédiatement, ils se retrouvent nez à nez avec un autre véhicule. Vous voulez parler des usagers à 2 roues? Les usagers à 2 roues, et ou même les conducteurs de A4 et autres, tout ça, c'est dangereux. Mais l'autre chose, vous voyez, nous-mêmes, en tant qu'individus, que nous devons savoir que nous avons une responsabilité. Parce que quand on prend les accidents de circulation, l'homme se retrouve au centre de tout. C'est l'homme qui construit les véhicules, c'est l'homme qui construit les routes, et c'est l'homme qui est au cœur de tout le dispositif dont on parle. Donc, l'homme doit prendre conscience. Et si vous voyez, dans nos rues, ce n'est pas seulement en mettant les rues, en voyant les moyens de déplacement, mais la courtoisie simplement. La courtoisie au volant. La courtoisie au volant, oui, ça c'est des principes. Si vous permettez, il y a un aspect que vous avez évoqué qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a une part justement qui revient au dysfonctionnement des véhicules utilisés, des engins utilisés, des engins mis sur nos voies? Bien sûr. Ça, on n'en parle pas souvent. C'est ça, c'est là le danger, parce que c'est 3 aspects, comme je l'ai dit. Il y a les infrastructures, il y a le véhicule que nous utilisons dans notre pays ici. Je me rappelle, je le dis toujours parce que quand nous on était tout petits, les motos qui étaient utilisées, on n'a pas les mêmes vitesses avec ces motos. Aujourd'hui, n'importe quelle moto entre, c'est sans contrôle. Les véhicules d'occasion, les véhicules de 20 ans, on les retrouve. De 35 ans, on les retrouve. Les véhicules, quand c'est encore les gros porteurs, vous verrez, c'est des véhicules de 40 ans, 50 ans, qui sont prêts à utiliser des bidons comme essence et autres. Donc, c'est pour dire simplement que nous devons contrôler également les véhicules qui entrent. Nous devons encourager les véhicules neufs. Mais ça a un coût. Ça a un coût. Jennifer Sachivi. D'accord, j'ai compris le temps. Vous avez encore 30 secondes. 30 secondes pour conclure, 30 secondes pour nous rappeler un peu qu'est-ce qui urge aujourd'hui quand on parle de la réduction du nombre d'accidents. Qu'est-ce qui est urgent? Ce qui est encore urgent aujourd'hui, c'est l'après-accident. C'est l'après-accident. Et c'est très important. Et les hôpitaux, quand les gens viennent systématiquement, on ne doit pas s'attendre à ce que, est-ce qu'ils ont de l'argent avant de les prendre en compte? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. J'aimerais avoir encore un peu plus de temps, mais je crois que je vais reprendre vos mots. C'est vrai que c'est très important. Hein? Oui. Après que l'accident soit survenu, que deviennent ces victimes-là? Quelle est la prise en charge qui entoure? Tout ça aussi, ça permet d'alourdir ou justement de baisser le nombre de morts finalement sur nos voies. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour la rubrique Expert, qui s'en va et qui cède place au monde agricole. Le monde agricole ce soir s'intéresse à la transformation de l'ananas avant de recevoir, je vais y arriver, Machel Betoro et son invité. On suit ce reportage. L'industrie agroalimentaire représente de nos jours une source très importante de revenus dans le système alimentaire de notre pays. Aujourd'hui, nombreux sont ces jus de fruits que l'on retrouve sur le marché de consommation. Mais de la production à la consommation, en passant par la transformation, aucune étape n'est à ignorer. C'est la qualité de la matière première qui détermine la qualité du produit fini. Quand on finit d'éplucher, on découpe, ça passe au broyeur, ça va à la presse, on filtre, on passe à la cuisson. Quand on passe à la cuisson, on contrôle
la température du jus par un thermomètre. Ça varie entre 60 à 70 degrés. Une fois le produit transformé, les normes à suivre pour sa mise sur le marché de consommation sont connues et spécifiques. Parlant de normes, elles varient selon le type de matière première. La norme utilisée habituellement, c'est celle du Codex Alimentarius, qui peut être adaptée ici par l'ex-ABNOR, devenu Agence nationale de normalisation et de normalisation de métrologie, ANM. Pour chaque type de produit, il y a des spécifications précises. Pour le jus d'ananas, par exemple, il peut être autorisé l'ajout d'une certaine quantité d'eau ou non. Et selon la quantité qui peut être ajoutée, il y a la dénomination qui va pouvoir être changée. Si le consommation local reste la devise des acteurs du secteur agricole, il n'en demeure pas moins que le suivi et le respect des normes dans le processus de transformation doivent être de rigueur. Il s'agit de surveiller ce qu'on appelle les 5e devenus 6e. Nous avons les matières premières déjà, la qualité de ce que nous allons prendre comme matière première. Est-ce qu'elles répondent à ce que nous voulons avoir comme produit fini? Dans quelles conditions nous les acheminons vers l'unité de production? Nous avons le matériel de production. Éviter que le lieu soit susceptible de contaminer le produit. Nous avons la main-d'œuvre, le personnel. Il faut pouvoir le suivre. Il y a un certain nombre de normes, notamment avoir des vestiaires propres, avoir des blouses de travail qui puissent leur permettre de ne pas contaminer avec leurs propres vêtements, des blouses de travail qui doivent nettoyer de façon régulière. Et nous avons enfin le 6e M qui est la mesure. Pour y parvenir, un accompagnement des acteurs du système de production est attendu. Le souci actuellement avec l'agroalimentaire, c'est que c'est un secteur en pleine expansion qui sera assez difficile à maîtriser. Nous avons une production surtout semi-artisanale. Alors ce sur quoi il faudra mettre l'accent, c'est la formation des différents producteurs, des différents transformateurs. Trouver aussi le moyen de formaliser les différentes entreprises. On n'est plus capable de pouvoir contrôler ce que fait une entreprise formelle qu'une entreprise informelle. Si l'État veut nous aider, qu'il pense vraiment à mettre en place une unité qui va nous fabriquer les emballages. Deuxièmement, il faudrait que le coût des analyses au laboratoire soit diminué. L'État n'a qu'à penser aussi à accompagner les entreprises qui sont déjà sur place. Produire des aliments de bonne qualité pour une sécurité alimentaire saine des consommateurs serait un atout pour le développement de l'agrobusiness au Bénin. Voilà, c'était donc là le reportage de Machel Gbetoro. Machel Gbetoro qu'on retrouve en plateau. Bonsoir Machel Gbetoro, comment vous allez? Très bien, merci. Agnès Bello, et chez vous? Ça va aussi. Ce soir donc, on s'intéresse à la transformation de l'ananas. Je vous laisse présenter notre invité de ce soir. Bien sûr, bonsoir Monsieur Harold. Oui, hein, c'est ça. Hein? Oui, oui. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, vous êtes docteur technologue, c'est ça? Oui. Alors, ce soir, nous allons parler de la transformation des produits agroalimentaires, notamment de l'ananas. C'est bien ça, hein? Oui. Alors, déjà, je voudrais qu'on puisse faire un petit bilan pour voir. Aujourd'hui, quand on parle de transformation de l'ananas, où en sommes-nous au Bénin? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau. Quand on parle de la transformation de l'ananas, tout de suite, c'est qu'il faut savoir quels sont les produits dérivés de l'ananas qu'on a au Bénin. Au Bénin, nous avons les jus d'ananas, nous avons de l'ananas séché. Ça, c'est les produits que nous avons de façon majoritaire. Mais nous avons aussi d'autres produits, des boissons alcoolisées à base d'ananas. Et c'est quelque chose qui marche beaucoup. Parce que maintenant, si je me rappelle, il y a de cela 15 ans, il n'y avait pas beaucoup de productrices de jus. Mais maintenant, de plus en plus, vous avez un nombre qui s'accroît. Et dans tous les coins de rue, vous avez des productrices de jus. Vous l'avez si bien dit, il y a tellement de producteurs et de productrices de jus d'ananas, spécialement aujourd'hui. Et j'ai l'impression de savoir qu'est-ce qu'on veut leur apporter de plus. Parce qu'on a dit qu'il y a des résultats, des travaux qui ont été réalisés, il y a des résultats, mais qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui à tous ces producteurs, ces transformateurs de jus d'ananas? Quelle est la nouvelle? Partons de là déjà. Il y a assez de nouvelles. Je pense que tout de suite, c'est qu'il faut leur dire de ne pas se décourager.
parce que c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissement, d'accord? Et surtout beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et quand vous voyez les femmes en train de se démêler pour faire du jus, vous vous rendez compte qu'ils mettent vraiment du cœur pour le faire. Mais il est important de dire que la qualité du jus d'ananas dépend de la qualité de l'ananas frais, mais aussi de la technologie mise en place pour pouvoir avoir les jus. Et ça, c'est très important. Et il ne suffit pas juste de prendre n'importe quel ananas pour faire du jus d'ananas. D'accord. Oui. Si vous permettez, moi déjà j'aimerais savoir pour vous quelle est la meilleure technique, parce qu'aujourd'hui on nous dit qu'il faut pasteuriser, il ne faut pas pasteuriser, il faut faire à froid, il y a tellement de techniques. Je pense qu'il allait le Pour vous, le technologue, justement, quelle est la meilleure? Oui, je vais en arriver, mais avant ça, je voudrais d'abord qu'on parle de quel est le meilleur ananas pour pouvoir avoir un bon jus. D'accord, déjà ça part du choix de l'ananas. Oui, si l'ananas est de mauvaise qualité, quelle que soit votre technologie, on aura un mauvais produit. Voilà. En termes de caractéristiques, c'est-à-dire d'attributs de qualité pour l'ananas, il faut d'abord de l'ananas mûr, c'est-à-dire une bonne maturité. Si vous avez une bonne maturité, vous aurez un ananas sucré. Et le consommateur béninois aime beaucoup, bon, je ne dirais pas aime beaucoup le sucre, c'est vrai, mais ils aiment les ananas sucrés, ils aiment ce qui est sucré. Et il faut avoir une bonne maturité. Et la maturité, nous, on l'observe à partir du degré Brice. Entre 12 et 14 degrés Brice, c'est des ananas qui sont bien pour la transformation. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'après la récolte, il faut faire attention. C'est-à-dire, lorsque vous transportez les ananas, vous voyez souvent les gens mettre ça dans les bâchers, tout ça. Les ananas peuvent subir des dommages physiques. Et quand ça subit des dommages physiques, à cause de notre température, tout ça, vous pouvez avoir un début de fermentation. Et un seul ananas qui est gâté, qui est fermenté, va contaminer tout le reste. Du coup, vous prenez des jus et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on se rend même compte parfois c'est des jus d'ananas qui fermentent déjà. Qui fermentent déjà. Et avec, voilà. Maintenant, autre chose, c'est qu'elle dit, après l'ananas, maintenant, on va aller vers la technologie. Bien sûr. Mais non, et là, vous faites que des constats, alors. Vous avez dit qu'il faut savoir transporter. Comment est-ce qu'on transporte? La plupart du temps, c'est les bâchers qu'on utilise. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de transport? Non, il n'y a pas d'autres moyens de transport, mais je pense qu'il faut éviter au maximum d'avoir beaucoup de dégâts physiques. C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui lancent... On va aller au bout des différentes étapes et après, il va revenir peut-être sur chaque étape. D'accord. Oui. Marcel, vous êtes sûr qu'on aura le temps? Bien sûr, on va y aller si on le laisse terminer. Pour la technologie, le facteur fondamental qui va affecter la qualité de votre jus, c'est la pasteurisation. Pour n'importe quel béninois, pasteuriser, c'est un peu comme du genre chauffé. Mais il faut une température donnée, un temps donné. Si vous chauffez trop, vous aurez un jus d'ananas qui va donner l'aspect de trop cuit quand vous allez goûter. Et vous allez avoir un goût de tisane. Ça arrive souvent. Donc, il faut avoir une température donnée et un temps donné. Et si, en termes de température, nous, on a fait des recherches. Justement, et tout de suite, vous pouvez pasteuriser votre jus à une température de 75 degrés. En réalité, les recherches montrent même que vous pouvez faire moins. Mais c'est risqué dans nos conditions, parce que dans des conditions qui ne sont pas très hygiéniques, c'est risqué de dire aux transformateurs de faire moins. Mais dans les autres pays, on peut faire moins. Oui, mais à base de vos recherches aujourd'hui, pour donner des conseils à ces producteurs ou ces transformateurs d'ananas, quelle est la température et comment est-ce qu'ils doivent transformer de façon résumée? D'accord, je donnerai deux températures. Oui. La première, c'est 115 degrés, 5-10 minutes. Oui. C'est une technique qui vous permet de conserver le jus sur 4 mois avec les meilleures caractéristiques sensorielles, le goût, l'arôme, tout ça. Mais pour tout le monde, moi, je préconise entre 80 et 85 degrés pendant 10 minutes. Vous avez les meilleurs jus d'ananas. C'est des jus qui tiennent jusqu'à 1 an, avec la vitamine C qui est encore bien à l'intérieur, si je peux dire en termes très simples, et les caractéristiques organoleptiques en ce qui concerne l'arôme et le goût. Donc, mais est-ce que la qualité du produit s'arrête seulement au niveau de la pasteurisation? Parce qu'on a parlé déjà de la production, le transport, ou je vais dire le circuit de stockage, et on est à la transformation. Est-ce que ça résume déjà le système de transformation pour avoir un bon produit? Il reste 2 autres points. Oui, il reste les bonnes pratiques en général. À l'intérieur de l'industrie agricole, il faut avoir les bonnes pratiques d'hygiène, de transformation qui permettent en tout cas d'avoir cette hygiène qui vous permet de ne pas contaminer les jus d'une manière ou d'une autre. Mais l'autre chose, c'est l'emballage. Parce que maintenant, les gens utilisent beaucoup les emballages recyclés.
c'est pas de leur faute parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de s'acheter les bouteilles, tout ça. Ils sont obligés de les utiliser, mais le problème, c'est qu'il faut bien nettoyer. Il faut très bien nettoyer pour éviter une certaine contamination. Parce que si vous pasteurisez correctement votre jus et que les bouteilles ne sont pas en bon état, ce qui va se passer, c'est que ces jus-là ne vont pas tenir longtemps. Donc, c'est ça. Mais est-ce qu'après les recherches, vous pensez aujourd'hui que sur le marché béninois, ce que nous consommons en matière de jus d'ananas ou d'autres jus, est-ce que la qualité de nos produits, est-ce que la qualité y est? Oui, là, c'est là le bas blesse parce que sur le marché, vous avez un peu de tout. Vous avez du jus, des gens disent qu'ils produisent du jus, mais en fait, ce n'est pas du jus. C'est des boissons d'ananas. Parce qu'il y a du jus, du pur jus d'ananas, et il y a aussi les boissons d'ananas. Le pur jus d'ananas, c'est que vous n'avez pas d'ajout d'eau. Il n'y a pas d'additif. Il n'y a pas d'additif, voilà, vous n'avez pas d'ajout d'eau. Donc, ça, c'est différent. Mais il y a d'autres qui ajoutent de l'eau, qui ajoutent du sucre, qui ajoutent du citron, tout ça. Mais ils vendent ça sous la dénomination de pur jus. Et ça pose un problème. Donc, il faut une autorisation de mise en vente qui va permettre quand même de faire la différence. Donc, si je comprends bien, il y a le contrôle qualité qui diffère de l'autorisation de mise en vente sur le marché. Oui, bien sûr. Okay. Parce que vous pouvez avoir, peu importe le jus que vous avez, vous devez avoir une autorisation. Mais l'autorisation sera la plupart basée sur la norme, en fait, la réglementation. Alors, à base de vos recherches, comment peut-on améliorer alors aujourd'hui le système de transformation du jus d'ananas au Bénin, c'est-à-dire de l'ananas au jus? Comment peut-on améliorer aujourd'hui pour que et les consommateurs et les producteurs puissent quand même en bénéficier? Voilà, je pense qu'on le fait déjà directement parce que nous avons travaillé déjà durant ces 5 dernières années avec un projet où nous avons travaillé avec les femmes productrices de jus de l'Association nationale de l'ANATRAB, l'Association nationale de transformation d'ananas. Et nous avons développé avec eux les technologies et aujourd'hui, elles utilisent déjà ces technologies-là. Quelles sont ces technologies, très rapidement? Les technologies, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est au niveau de la pasteurisation, mais surtout déjà au niveau de la production, parce qu'au niveau de la production, nous avons remarqué que les ananas qui ont été produits, par exemple, avec une densité de 54 400 plants à l'hectare et avec ratio potassium-azote de 1,5, donnent les meilleurs ananas avec les goûts les plus, en tout cas de très bon goût. Et ça, c'est déjà la base. Ah d'accord. Si on se comprend bien, la personne qui veut se lancer dans le secteur de transformation de l'ananas doit aussi se renseigner sur les conditions de production de l'ananas. Oui, c'est pourquoi en fait il n'est pas intéressant d'aller au marché et juste d'acheter les ananas parce que les ananas viennent de partout. Et là vous avez un mélange qui est hétérogène en termes de qualité. Pour ne pas vous dérouter, quelle est la qualité ou quel est le type d'ananas aujourd'hui qu'il faut pour un bon jus? C'est difficile de trancher. Ça dépend du consommateur. C'est-à-dire, pour ceux qui aiment de l'ananas, du jus sucré, tout de suite, on va vers le pain de sucre, automatiquement, parce que vous avez de l'ananas vraiment sucré. Mais pour ceux qui ont des problèmes de santé, qui n'aiment pas trop le sucre, on peut aller vers la cayenne, parce que là, vous avez un ratio acide-sucre qui est quand même pas mal et qui peut marcher. Donc ça dépend, ce n'est pas tranché automatiquement. Alors de votre position de chercheur, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que l'État central aussi peut apporter à tous ces transformateurs, transformatrices de jus d'ananas pour améliorer la qualité de leur travail? D'abord, il faut une certaine régularisation. Tout le monde ne peut pas mettre n'importe quel produit sur le marché. Donc, il faut que les gens aient une autorisation de mise en vente. Et après ça, accompagner aussi les transformateurs, surtout par rapport aux équipements. Mais les équipements, c'est autre chose. C'est d'abord la formation. Les accompagner pour qu'elles soient formées pour bien produire le jus. Mais il faut aussi rappeler qu'il faut quand même qu'on puisse tourner un regard vers tous ces chercheurs-là parce qu'il y a tellement de travaux qui sont réalisés sur différents secteurs au Bénin, mais ces travaux, les résultats restent dans les tiroirs. Je pense que c'est le moment aux chercheurs également de venir vers nous pour qu'on puisse les aider à apporter des bonnes nouvelles à tous ceux qui sont dans le système de production, que ce soit de l'ananas ou d'autres filières, afin d'améliorer la qualité des produits agroalimentaires sur le marché béninois. Merci à vous, Harold. Merci. Oui, c'est ça? C'est ça, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes technologue
et vous avez parlé avec nous de la transformation d'ananas. Merci. On attend les jus d'ananas pour la prochaine fois. Pas de problème. Merci beaucoup, Agnès Bello. Voilà, merci à vous également, Marcel Gbetorko. Mais je vous attendais sur un point, on aura peut-être l'occasion de le réavoir sur le plateau. Je veux qu'on revienne après, peut-être sur les emballages en carton. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus, puisque ça fait tendance de plus en plus. Et il paraîtrait que c'est toujours bon pour le goût. Moi, j'en sais rien. Le chercheur en vous nous dira peut-être si c'est mieux ou si il faut trouver une autre solution. C'est terminé pour la rubrique Le Monde Agricole qui s'achève ainsi. Et vous l'avez compris, 19h45 dans nos locaux, il est l'heure de rejoindre la rédaction pour le journal. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal, le sommaire. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et comment sécuriser les données informatiques? La réponse dans ce journal. La cartographie des risques, un outil de prévention des goulots d'étranglement d'une entreprise, c'est un réflexe inexistant chez les promoteurs d'entreprises. Pourtant, elle est indispensable dans la survie des entreprises. L'hypertension artérielle, une maladie qui touche de plus en plus les jeunes, selon les spécialistes. Souffrir d'hypertension avant 40 ans augmenterait le risque d'insuffisance cardiaque plus tard. La prévention serait la solution. Le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures s'avère donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment sécuriser ces données informatiques? Réponse dans ce reportage de Arthur Wendo. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque.
Des entreprises naissent chaque jour et d'autres ferment très tôt leurs portes. L'une des raisons de ces fermetures brusques est le défaut de cartographie des risques, un véritable outil de prévention et de gestion des risques au travail. Que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques? Gently Badeji est expert en management de la qualité. Il nous en parle au micro de Christian Devochi et Patrick Adjabodjou. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est dit un peu tard et subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. J'invite et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle une cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. La preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé et sécurité au travail. Toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. L'hypertension artérielle est une maladie des vaisseaux. Elle est caractérisée par une élévation des chiffres de la pression artérielle au-dessus de certaines valeurs reconnues comme la normale. Si cette pathologie est associée au vieillissement, les moins de 40 ans n'en sont pas épargnés. Quelles sont les causes de l'hypertension chez les jeunes et comment s'en préserver? Fifamé Salomé à Tadedi pour le reportage. J'ai découvert que j'avais l'hypertension à 21 ans. À l'image de cette jeune fille, de nombreux jeunes souffrent aujourd'hui de l'hypertension artérielle. La prévalence de cette pathologie chez les personnes âgées de moins de 40 ans est d'environ 15% au Bénin. L'hypertension est une affection qui peut survenir à tout âge. Il y a même des nouveaux-nés qui naissent avec des malformations qui vont entraîner une élévation de la pression artérielle. Au-delà de 14,9 de pression artérielle, tout patient est déclaré hypertendu. Les habitudes alimentaires et le style de vie sont quelques facteurs qui peuvent provoquer l'hypertension chez les jeunes. L'alimentation va favoriser l'élévation de la pression artérielle. Ça, c'est une chose indéniable. Une alimentation anormalement riche en sel, en matières grasses et en sucre industriel va favoriser l'élévation de la pression artérielle et va favoriser également une augmentation importante du poids. La colère et le stress permanent sont quelques facteurs de risque sur lesquels on peut influer pour être à l'abri du mal. Darlene l'a compris bien plus tard. Les médecins ont relevé comme facteur principal la nervosité. Je me fâche pour des trucs banals. Je m'emporte vite au fait. Et j'ai tendance à ne pas vite oublier ce qu'on me fait. L'hypertension entraîne un vieillissement accéléré des organes. Le cerveau, le cœur et les reins sont les organes les plus touchés. Ce vieillissement multiplie les risques d'accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et rénale. Combattre cette maladie commence dans l'assiette. On peut agir sur son alimentation. On peut manger moins de glace, on peut boire moins d'alcool. En préparant ses repas à la maison, on peut utiliser moins de sel, on peut utiliser moins d'huile, on peut diminuer le nombre de sucreries ou bien de bière qu'on a à avaler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire plus d'exercice physique. Ce n'est pas seulement une fois le week-end qu'il faut faire du sport, il faut essayer d'en faire plus régulièrement, 3-4 fois par semaine. L'OMS recommande de faire une promenade à pied
d'une demi-heure par jour. Si certains aliments sont susceptibles d'augmenter le risque d'hypertension chez les jeunes, il en existe d'autres qui peuvent les aider à s'en préserver. Pour quelqu'un qui veut prévenir, il doit commencer à augmenter sa consommation en fruits, en légumes. Un seul fruit ne peut pas contenir tous les nutriments ou bien tous les micronutriments dont l'hypertendu a besoin. Donc, le fait de diversifier nous favorise plus l'apport en tous les micronutriments dont on a besoin. Le patient déclaré hypertendu doit éviter le tabagisme, la sédentarité et le surpoids. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et invisible. De l'avis des spécialistes, il vaut mieux le prévenir que le guérir. Au Niger, les autorités veulent planter 3 millions d'arbres en 2020 selon elles pour climatiser la ville de Niamey. Les plantations d'arbres en milieu urbain ont pour effet de réduire la température ambiante ainsi que la pollution. Elles permettent aussi de développer une agriculture urbaine profitable aux populations. L'accent sera mis sur les espaces verts, la plantation des arbres fruitiers et sur les jardins maraîchers pour que la ville de Niamey puisse intégrer l'environnement au bénéfice de ces populations. Et pour y parvenir, ces autorités comptent travailler avec les populations, ce qui permettra de créer des ressources et de l'emploi pour les jeunes et les femmes particulièrement, tout en adaptant l'environnement urbain au réchauffement climatique. Par ailleurs, la délégation spéciale de Niamey compte beaucoup s'appuyer sur les nouvelles technologies pour moderniser sa façon de travailler pour l'embellissement de la ville. Le Soudan veut se servir de ces pyramides pour attirer davantage de touristes. S'il possède plus de pyramides, bien que plus petites que l'Égypte, le Soudan n'a attiré qu'environ 700 000 touristes en 2018 contre 10 millions pour son voisin du Nord. Pour atteindre ce but, le nouveau gouvernement de transition a commencé à assouplir le système de visa en vigueur dans le pays. Il a notamment supprimé l'obligation d'obtenir un permis pour voyager en dehors de la capitale Khartoum. Après ces décennies d'isolement et d'hyperinflation, le Soudan a besoin de son secteur du tourisme pour booster son économie avec des devises fortes. Si les pyramides de Moroé peuvent être une curiosité pour les touristes étrangers, il faut noter que le pays où le Nil Blanc rejoint le Nil Bleu a plusieurs autres attractions de choix. Fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes bien sur BB24. Le grand rendez-vous se poursuit et la dernière rubrique de ce soir s'installe. Il s'agit de la rubrique Autant savoir. Voilà, comme annoncé, Autant savoir s'intéresse aux enfants abusés dans leurs droits. Mais avant de recevoir notre invité sur ce plateau, je vous invite à suivre ce reportage qui traite du travail des enfants. Elle constitue l'une des pratiques les plus décriées des institutions de défense des droits humains. Le travail des enfants a de tout temps été considéré comme un abus envers les êtres les plus vulnérables. Au Bénin, le phénomène connaît une énorme avancée. La moyenne dans la sous-région pour les enfants économiquement occupés, c'est un enfant sur 3. Mais au Bénin, c'est un enfant donc sur 2. Ça se manifeste sous l'angle d'enfants qui se retrouvent dans les marchés. Ça se manifeste sous l'angle de l'enfant qui se retrouve sur les chantiers. Ça se retrouve sous l'angle des enfants qui se retrouvent donc dans les champs. Donc de l'enfant qui ramasse donc les graviers donc, au sud-ouest du pays, qui concasse les granites au centre et au nord donc, du pays. L'enfant, il est fait pour aller à l'école. Mais on le prive de la scolarisation. On lui demande d'aller travailler. C'est son avenir qu'on compromet comme ça. Au Bénin, en 2008, une enquête a révélé que 34% des enfants sont astreints au travail des enfants. Diverses raisons sont à la base de l'essor actuel du travail des enfants. En tête de liste, la pauvreté et le faible taux d'éducation. Au lieu que les parents prennent en charge les enfants, ce sont plutôt les enfants qui font travail, qui gagnent un salaire et surviennent aux besoins de la famille. Il y a aussi la défaillance du système scolaire. En dehors de cela, c'est que les employeurs recherchent la main-d'œuvre bon marché.
Donc les enfants, avec un peu de sous, on peut les recruter. Et aussi dans certains secteurs, tels que le tissage, la filature, les doigts, avec les doigts fins des enfants, ils préfèrent recruter les enfants. Une situation susceptible d'engendrer d'énormes dégâts, tant au plan individuel que collectif. Le travail des enfants est un travail qui affecte le développement mental, psychologique de l'enfant et qui compromet son éducation et sa santé. Lorsque les enfants travaillent, c'est la nation, n'est-ce pas, qui est en difficulté. Lorsque les enfants travaillent, c'est l'avenir de ces enfants qui est compromis. Lorsque les enfants travaillent, c'est les adultes qui sont au chômage parce que la main-d'œuvre infantile coûte moins cher. C'est extrêmement grave qu'une nation laisse ses enfants exploiter, laisse ses enfants au travail. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, faire travailler les enfants devient un délit lorsqu'il s'agit de tâches dangereuses ou lourdes de conséquences pour l'enfant de moins de 15 ans. On peut citer entre autres la traite des enfants, la servitude pour dette, le sevrage ou encore les enfants dans des conflits armés. Voilà, retour sur ce plateau. Ce soir, nous recevons Sibylle Hueton-Ogoua. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes activiste des droits humains. Bien sûr. Avec vous, on s'intéresse donc à la violation des droits des enfants. Comment est-ce qu'on peut prévenir le mal? Et c'est aussi à l'occasion de cette journée qui est justement pour la prévention contre les abus subis par les enfants. Moi, déjà, ma première question, c'est de savoir pour vous une journée pour parler des abus subis par ces enfants-là. Est-ce nécessaire, est-ce utile? Merci beaucoup. La question est digne d'intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, il suffirait juste d'une journée pour parler de l'abus fait aux enfants? Une journée ne suffit pas. Mais c'est déjà bien qu'il y ait une journée pour qu'on puisse davantage réfléchir sur la question et essayer de trouver des approches de solutions parce que les enfants, comme on le dit, sont les hommes de demain et du coup, il faut vraiment en prendre soin. D'accord. Que devrait donc être l'objet de cette journée, à part justement rappeler qu'il y a des enfants qui subissent des violences dans le monde entier? Il faut rappeler que nous avons suffisamment de tests qui protègent les droits des enfants dans le monde et en particulier au Bénin, mais ces tests ne sont pas encore suffisamment connus. Ce qui justifie le fort taux de violation qui continue d'être observé dans nos sociétés. Et à l'occasion de cette journée, c'est normalement un moment pour s'asseoir, pour faire le point sur la situation et voir dans la mesure du possible qu'est-ce qu'on peut encore faire. Aller dans des propositions concrètes et prévenir vraiment du mal. D'accord. Mais dites-nous déjà, à quel moment on peut dire qu'un enfant est en situation d'abus? On peut dire qu'un enfant est en situation d'abus à partir du moment où il n'arrive plus à jouir de ses droits. À chaque instant où on exerce de la force sur l'enfant, contre son gré, tout ce qu'on fait contre le gré de l'enfant qui va à l'encontre de son bien-être est un abus pour l'enfant parce qu'il handicape son développement. D'accord. Mais est-ce que vous tenez compte plutôt de ce paramètre-là qui veut qu'en Afrique, un enfant n'a pas de volonté, un enfant ne fait que ce qu'on lui dit de faire? On dit que nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde le sait. Et on n'est pas censé ignorer la loi. Or, dans la Convention relative aux droits de l'enfant, l'enfant a le droit à la participation. Cela veut dire quoi? Que même sur les questions qui le concernent, il a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il pense être bien pour lui et ce qu'il pense ne pas être bien pour lui. Alors, à partir du moment où c'est le droit, ce sont les textes qui l'ont dit, à partir de ce moment-là, alors... Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de dire qu'on est en Afrique et du coup, parce qu'on est en Afrique, l'enfant n'a pas le droit de travailler. L'Afrique fait partie du continent. Oui. L'Afrique fait partie de l'univers et du coup, l'Afrique ne peut pas être au-dessus des textes, des lois qui régissent nos sociétés. Voilà. D'accord, mais dites-nous un peu, à votre connaissance, est-ce qu'il existe des cas d'abus d'enfants ici au Bénin? Bien sûr, il existe des cas d'abus d'enfants, pas plus tard que cette année. Il y a la petite fille Famé dans la commune de Savalo qui a été retrouvée morte et lorsqu'on a retrouvé son corps, le corps a été charcuté
il y a eu des morceaux qui sont partis et c'était vraiment déplorable. Je le sais parce que je travaille dans une association qui fait de la promotion de l'enfant et surtout la participation des enfants aux instances de décision. Si vous permettez, je peux appeler le nom de l'association, mais si vous refusez, alors. Donc, dans le cadre de ce travail-là, nous rencontrons des enfants qui sont abusés et je vous ai donné le cas de cet enfant-là, qui est même décédé. Vous voyez, on a ôté son droit à la vie, alors que c'est le premier droit auquel tout être humain a droit. Et l'enfant en particulier, parce qu'il faut naître pour jouir du reste des droits. Et il y a encore des enfants, il y a plein d'enfants, même quand vous allez vers les zones montagneuses, vous voyez des enfants qui travaillent dans les montagnes. On a vu dans ce reportage-là, qui cassent le concassage, les montagnes et tout ça. D'accord. Or, ce n'est pas normalement dans leur prérogative de le faire. Voilà. Justement, je voulais déjà avoir votre avis sur ce reportage qui est passé, ce reportage qui traite du travail des enfants. Le travail des enfants, c'est ce que vous ne l'applaudissez pas, mais quelle est votre appréciation, justement? Le travail des enfants, je dis souvent une chose. Lorsque vous n'avez pas la capacité d'éduquer vos enfants, n'en faites pas. D'accord. Oui, on le dit toujours, mais ce n'est pas si facile. Oui, ce n'est pas si facile, oui, mais il faut en arriver là. C'est une éducation. Et lorsqu'on veut mieux faire les choses, il faut s'infliger des... Comment je vais les appeler? Il faut s'infliger des normes. Il faut s'auto-éduquer. Il faut savoir qu'un enfant, c'est un être humain vulnérable qui a besoin de toute l'attention nécessaire parce que demain, il est appelé à gérer la cité. Et pour qu'il soit un adulte accompli, il a besoin de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qu'on commence par lui donner depuis la conception jusqu'à la naissance, jusqu'à son âge adulte. Et du coup, lorsqu'on n'a pas les moyens pour pouvoir en prendre soin, ce n'est pas la peine d'en faire. C'est simplement triste de voir qu'aujourd'hui, parce qu'il y a la pauvreté, oui, parce qu'il y a le chômage, parce qu'il y a tous ces facteurs-là qui ne favorisent pas les choses, on en arrive là. Et on justifie toujours les maltraitances d'enfants. Oui, on justifie cela par la pauvreté des parents. Oui. Et il y a aussi la démission par moment des autorités, des parents, de tout le monde. De tout le monde. On est tous responsables de cette situation-là. Il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'on en parle. On est responsable. Autant que nous sommes responsables de cette situation. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les abus les plus fréquents que subissent les enfants ici au Bénin. À votre connaissance, puisque justement vous êtes sur le terrain, vous travaillez avec d'autres associations, dites-nous un peu. Les abus les plus fréquents que nous voyons tout de suite, ce sont le châtiment corporel, les violences sexuelles, le travail des enfants. Vous avez vu, la vente dans les marchés, la vente de l'essence au bord de la voie. Et même en plein midi, vous voyez les enfants qui, au lieu d'aller à l'école, sont en train de vendre et après ils vont à l'école. Voyez. Donc ce sont les cas que nous voyons tout de suite. D'accord. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, c'est sûr, et qu'on ne saurait taire, c'est sûr. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer le silence de la société face à ces abus-là? Le silence de la société. Est-ce parce qu'on l'ignore d'abord? Est-ce parce qu'on est ignorant de la chose? Quelque part, on est ignorant de la chose. Et quelque part aussi, on minimise les risques. On n'est pas conscient du fait que violenter un enfant, l'empêcher d'avoir ses droits, ses privilèges qui lui sont accordés, constitue une violation qui peut être sanctionnée. C'est ça aussi. On en parle, on sensibilise, mais on ne sanctionne pas. Donc, la phase répressive n'est pas mise en jeu. Et tant qu'elle ne sera pas mise en jeu, je pense qu'il y aura toujours problème. D'accord. Donc, pour vous, mettre fin à ces abus, cela démarre par une sanction. Ça démarre par une sensibilisation. Il faut que nous connaissions les tests. Que disent les tests en matière de protection des droits de l'enfant? Quels sont les droits de l'enfant d'abord? Il faut que nous les connaissions, n'est-ce pas? Et après cela, si nous connaissons ces tests-là et que nous ne les respectons pas, il est normal qu'on puisse, qu'on nous sanctionne. C'est ça aussi le rôle
nos juridictions. C'est ça aussi le rôle de l'État, des communautés, des collectivités, des ONG et tout le reste. Donc, on forme, il faut former les acteurs de protection des droits de l'enfant, il faut les former. Il faut sensibiliser les populations parce qu'on n'est pas censé ignorer la loi. Tout le monde doit le connaître. Et l'État a le devoir de divulguer tous ces tests-là. Alors, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que les tests soient, d'une part, connus, ensuite, que les acteurs qui doivent intervenir dans la protection soient bien formés, qu'il y ait des comités dans presque toutes les communes ou les départements pour pouvoir toujours veiller. Je sais que l'UNICEF fait un beau travail en partenariat avec le gouvernement béninois en ce qui concerne les cellules de veille dans les différentes communes et tout ça. Mais il reste toujours à faire. Voilà. D'accord. Vous avez beaucoup parlé des tests ce soir. Est-ce qu'on peut dire que le Code de l'enfant ici au Bénin protège assez justement cet enfant contre les abus? Je ne dirais pas que le Code protège assez, mais je dirais que le Code quand même a mis des gages pour que l'enfant soit respecté. On n'est pas censé savoir que le Bénin est parti aux différentes conventions qui protègent l'enfant. Il y a la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a également la Charte africaine du bien-être de l'enfant que nous avons ratifié et qui protège l'enfant de la tête jusqu'aux pieds, c'est-à-dire de la conception jusqu'à son âge adulte. Et dans ces tests, l'enfant, c'est celui qui a moins de 18 ans. D'accord. Voilà. Donc, le Code a repris tous ces tests-là et travaille avec. D'accord. Alors, Sibylle Reton-Ogoua, il nous reste 1 minute pour conclure ce plateau. J'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur les mécanismes que vous jugez importants pour protéger les droits de l'enfant. D'abord, au plan international, on peut parler du Comité international de protection des droits de l'enfant. Au plan sous-régional, au niveau de la Charte africaine du bien-être de l'enfant, il y a également un comité d'experts africains qui se charge de la question. Il se charge de la prévention et de la protection des questions liées aux droits de l'enfant. Au plan national, nous avons les différentes juridictions. Actuellement, au Bénin, on a au moins, le minimum, on a au moins 9 juges des mineurs qui s'occupent de la question. Mais avec tous ces mécanismes-là, le problème demeure. Continue, perdure. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce plateau, dire aux téléspectateurs que désormais au Bénin, aucun enfant n'est violenté dans ses droits, aucun enfant ne subit aucun abus et que cela part de nous-mêmes, de vous et de nous. Justement, mesdames et messieurs, ce sera tout pour la rubrique d'Autant savoir de ce soir, Autant savoir qui clôture le bal des plateaux du grand rendez-vous de ce soir. Avant de nous quitter, je vous invite à revisiter ces sites touristiques. Voilà, mesdames et messieurs, notre instant citation à présent avec la complicité de la régie. La citation de ce soir parle justement du droit des enfants et elle dit ceci: négliger les enfants, c'est nous détruire nous-mêmes. Nous n'existons dans le présent que dans la mesure où nous mettons notre foi dans le futur. Négliger les enfants, c'est nous détruire nous-mêmes. Nous n'existons dans le présent que dans la mesure où nous mettons notre foi dans le futur. C'est une citation de Paul Auster. Mesdames et messieurs, merci
Merci d'être resté avec nous. C'est terminé pour ce soir. J'espère que vous avez pris du plaisir à nos côtés. On se donne rendez-vous encore demain à la même heure et surtout sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.